il y a un prix à payer pour la perle des lagunes. On est en train de parler du développement. Tout le monde aime qui n'aime pas venir à Abidjan. Mais Abidjan, là, il y a une autre manière d'appeler, on appelle perle des lagunes. Mais c'est la même chose pour dire Abidjan. Mais pourquoi Abidjan devienne belle, là? Pourquoi Abidjan devienne zo, là? On dit, chacun doit payer un prix. Ça veut dire, on doit accepter le développement. Si on n'accepte pas le développement, là, Abidjan ne va pas devenir zo. Construire et développer un pays, une ville, n'est pas chose aisée. Il faut d'abord avoir une vision, un plan, le faire accepter et le réaliser. Le texte là, c'est le père Venance Kona qui a écrit ça dans Fraternité Matin d'hier. Il dit pour développer un pays là, pour développer une ville là, pour développer un village là, c'est pas un travail facile. Ce ne sont pas les vauriens comme les Laurent Gbagbo, comme les Henri Kona Bédié, comme les Tidiane qui peuvent faire ça. Il dit d'abord, pour développer un pays, une ville ou un village, il faut avoir une vision. Ça veut dire il faut avoir des idées dans la tête pour dire moi j'ai des idées de développer mon village ou même ma ville ou bien mon pays. Après ça, là, les idées ne suffisent pas. Il faut avoir un plan. Ça veut dire tu prends un papier, tu t'assois et puis tu dis voilà comment je vais faire. Tu mets ça sur papier. Quand tu finis de mettre ça maintenant sur papier, là, il faut maintenant expliquer aux gens. Là, les gens vont voir, ah, ouais, c'est que tu dis là, ça peut marcher, mais ça ne peut pas marcher. Et puis maintenant, quand on finit maintenant, tu t'en vas chercher l'argent, tu t'en vas chercher les moyens, et puis tu viens réaliser. Voilà comment on fait le développement. La ville d'Abidjan avait été créée par les colons français. Il rappelle donc que la ville d'Abidjan, là, ce sont les colons français. Au moment de la colonisation, là, c'est eux qui ont créé la ville d'Abidjan. Ils en avaient tracé le plan en fonction de leur vision de l'aménagement d'une ville occupée à la fois par les colons dominateurs et ceux qu'ils appelaient les indigènes. Quand ils ont créé la ville d'Abidjan, là, ils avaient fait Abidjan sur deux étapes. Un côté, ce sont nous les colons, ce sont nous les indigènes là, qui allions habiter là-bas. Et puis un autre côté là, ce sont les blancs là, qui allaient habiter là-bas. Ça a été toujours comme ça leur modèle. Et donc, ils avaient fait leur plan en fonction du plan colonial et de leurs besoins du moment. Dans les années de la colonisation là, eux, ils ont fait leur plan en fonction de leur réalité. Ainsi, il y avait un quartier pour les blancs et d'autres pour les indigènes en fonction de leur degré d'évolution. Et donc, il y avait un quartier pour les blancs et puis il y avait un quartier pour les indigènes. Maintenant, les indigènes, il y avait deux groupes. Il y avait les indigènes évolués, ceux qui étaient allés à l'école, qui avaient étudié A plus B. Et on les appelait les indigènes évolués. Eux, là, ils étaient là-bas. Maintenant, nous-mêmes, là, les indigènes purs et durs, nous, là, on était là-bas. Nous, on est les indigènes même. Comment je vais appeler même là? Les vrais Bantous de la capitale, là, c'était nous. Les vrais indigènes purs et durs, c'était nous. Nous encore, là. Donc, il y avait trois classes. Il y avait les indigènes, disons, encore bruts, et les indigènes évolués. C'est-à-dire qui avaient assimilé le mode de vie européen ou presque. C'est ce que je viens de vous expliquer. À partir de l'indépendance, et donc à partir de 1960, à partir du 7 août 1960, la répartition de la ville d'Abidjan ne se fit plus en fonction de la couleur de la peau, mais de la classe sociale. Mais après, dès qu'on a dit qu'on est devenu indépendant là, le 7 août 1960 là, non, hier vivait à commencer, je vous parle, j'ai dit, on s'en fout, il n'y a plus quartier blanc, il n'y a plus quartier indigène, il n'y a plus indigène hardcore ou même indigène peau dure. On est devenus tous même chose maintenant. Maintenant, la différence entre les uns et les autres maintenant, la différence entre les uns et les autres, c'était maintenant l'argent que tu avais. C'est l'argent qui allait décider maintenant de là où tu allais habiter. Et donc, il y a eu des quartiers pour la haute bourgeoisie, pour la petite bourgeoisie, pour les classes moyennes, pour les petits et grands fonctionnaires et les quartiers dits populaires pour tout le reste. Et donc, à partir de ce moment-là, après l'indépendance, maintenant, parce qu'avant l'indépendance, je vous ai expliqué, il n'y avait que deux quartiers. Le quartier des Blancs d'Abidjan et puis le quartier des indigènes. Parmi les indigènes, il y avait deux groupes. J'ai expliqué ça déjà. Mais dès qu'on dit que l'indépendance est arrivée là, il n'y avait plus quartier des Blancs. Mais maintenant, c'est en fonction de ton jet que maintenant, toi-même, tu vas regarder où tu peux habiter. Et donc, comme ça, les bourgeois là, eux, sont allés à Cocody. Les petits bourgeois, eux, sont allés peut-être, on va dire peut-être dans les Marcories là. Dans les classes moyennes, eux, sont allés peut-être dans les Adjamé et autres. Pour les petits et grands fonctionnaires et les quartiers dits populaires.
Maintenant, les quartiers populaires, ça c'est pour nous les indigènes. Là, maintenant, ça c'est Abobo à Djamé. Toi-même, tu connais. Et donc, nous, on est resté là-bas. Mais nous, on ne se plaint pas. Parce que dans la vie, là, ce que tu as là, quand tu es fier de ça, Dieu même t'aime. On fait en sorte que les quartiers dits populaires, réservés au moins nantis de la société, soient vivables. C'est-à-dire disposant d'un minimum d'infrastructures afin que l'on puisse y vivre décemment et dans un confort minimal. Mais, malgré que c'était quartier populaire, là, il y avait l'eau là-bas, il y avait courant là-bas, il y avait goudron là-bas. C'est que sinon on se plaint pas trop, quoi. Voilà, c'est que si ça va. Ça va, c'est mieux que Bougouni, c'est mieux que Gao, c'est mieux que Tombouctou, c'est mieux que Waïgouya, c'est mieux que Kaya, c'est mieux que Ouagadougou. Et donc là, est-ce que nous on peut se plaindre? C'est en tout cas, c'est mieux que ça. Oufo Boigny, le premier président de notre pays, fervent adepte du libéralisme économique, pratiqua cependant ce que l'on qualifia de social le plus hardi dans de nombreux domaines, dont la construction de la ville d'Abidjan. C'est ainsi qu'il créa des sociétés de construction immobilière telles que la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, la SICOGI, et la Société de gestion et de financement de l'habitat, la SOSEFIA, qui contribuèrent à construire des quartiers de tous les standings et dans la ville d'Abidjan et même à l'intérieur du pays. Donc quand Oufo a vu ça, il a pratiqué une politique sociale. Il dit même quand tu es pauvre là, il n'y a pas de problème. Le pauvre aussi là, lui aussi doit boire café matin aussi. Le pauvre là, il doit bien s'habiller aussi. Le pauvre là, il doit aussi être un peu heureux. Donc qu'est-ce que Oufo a fait? Même dans les quartiers populaires là, il a construit des SICOGI, des SOGEFIA. Et puis maintenant là, à l'époque, si je ne me trompe pas, tu payais le loyer 15 000 sur 30 ans. Quand tu finis dans la maison, c'était pour toi. Qui n'est pas au courant de ça ici? Pour que tout le monde puisse bien vivre. Abidjan, la principale ville du pays et capitale économique, se développa ainsi, avec son quartier du plateau qui faisait penser à Manhattan de New York, et ses quartiers cossus de Cocody de Plateau, Riviera et ses quartiers de moyen standing, ou carrément populaires, ou même je dirais populaires de Trècheville, d'Adjamé, d'Atekoubé, de Brumakoté, de Marcory, de Portbo, de Yopougon, d'Abobo, etc., etc. Il dit donc c'est comme ça que Oufoué a intégré toutes les composantes de la population pour que chacun puisse se sentir dans Abidjan là. Et donc ça fait que même ceux qui étaient les en haut d'en haut, les bras longs, les babachais, les gangabas, eux ils sont restés à Cocody, de Plateau, Riviera. C'est la même chose aujourd'hui. Mais les babachais des babachais là, eux là ils habitent à Manhattan, eux ils habitent au plateau, eux ils habitent à New York. C'est notre New York là qui est plateau là. Eux ils habitent là-bas, ils sont pas beaucoup, mais il y en a là-bas. Et après eux maintenant là, nous les débrouillards là, on a Cocody, on a Trècheville, on a Djamé, on a Bobo, on a Brumakoté, on a Marcory, on a Portbo, on a Yopougon. C'est là-bas que nous on habite. Mais nous on est très heureux dans nos quartiers. On est heureux. Entre-temps, on avait construit San Pedro qui avait son port et qui devait être le second pôle économique du pays. Mais en même temps, Oufoué n'a pas oublié. Il a développé San Pedro, il a fait un port à San Pedro pour que le même port qui a fait qu'Abidjan est devenu la capitale économique là, on a une deuxième capitale économique qui est San Pedro. Une bonne partie de la population ivoirienne s'y déporta. C'est comme ça que beaucoup de personnes sont parties à San Pedro aussi, pour que San Pedro devienne aussi un petit Abidjan, mais dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Mais la fin des années 1980 vit la Côte d'Ivoire faire face à la plus grave crise économique de son histoire. Une crise qu'elle n'avait jamais vue venir. Son développement fut freiné net et des milliers de personnes perdirent leurs emplois. C'est ainsi que des bidonvilles commencèrent à se créer un peu partout dans la ville d'Abidjan et aussi à San Pedro et au quartier Bardo, l'un des plus grands bidonvilles d'Afrique qui vit le jour. Il est donc tout ce que je vous ai expliqué des années 60 jusqu'à arriver là. Il n'y avait pas de bidonville, ou bien très peu de bidonvilles. Mais à partir de la fin des années 80, la Côte d'Ivoire va connaître une crise économique terrible. C'était gâté. Et donc, malheureusement, quand c'est gâté, tous ceux qui avaient des petits boulots au port, tous ceux qui se débrouillaient, ça ne va plus. Comment on fait? On est déjà habitué à Abidjan, on est habitué aux grandes villes comme San Pedro. Qu'est-ce qu'on fait? On va quitter les maisons, on ne peut pas payer, mais on cherche des terrains, on regarde où ces terrains-là se trouvent, et puis on va s'installer là-bas en attendant. Boribana, en attendant. Et donc, c'est comme ça que les bidonvilles sont nés. Et donc, presque partout à Abidjan, vous allez voir des bidonvilles dont je vous épargne les noms. Quand vous partez à San Pedro, vous allez trouver le quartier Bardo, un des plus grands bidonvilles de l'Afrique. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Au début des années 2000,
il y a la longue crise politico-militaire qui occupa le pays en deux et occasionna le déplacement des populations. Mais la deuxième chose qui va venir aggraver les bidonvilles, tous ceux qui ont connu le 19 septembre 2002, quand il y a eu la guerre et que des populations de toutes les régions se sont déportées, surtout des CNO, les zones centre-nord-ouest se sont déportées par millions sur Abidjan, vous comprendrez que ces personnes-là, il y a une crise du logement. Et cette crise du logement-là, crise de logement, ça veut dire il y a beaucoup de personnes, mais il n'y a pas beaucoup de maisons. Et donc, où ils vont dormir? Ils sont allés s'ajouter dans les quartiers précaires, dans les bidonvilles pour les augmenter. Et ça, c'était au temps de Laurent Gbagbo. Il les voyait, il n'a pas eu pitié d'eux pour les aider. Il les a laissés, ils ont augmenté les bidonvilles. Ajoutons la crise sécuritaire qui secoue nos voisins du Nord et qui oblige une grande partie de leur population à se réfugier chez nous. Il dit en plus maintenant de la guerre de la Côte d'Ivoire, les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens, les Libériens, il ne faut pas aussi oublier, eux tous ils ont connu des séries d'événements malheureux qui a fait, et les Sierra Léonais, et ces séries d'événements malheureux ont fait que ces gens-là ont quitté leurs différents pays. Et quand ils viennent, ils n'ont pas de moyens. Où ils vont s'installer, c'est dans les bidonvilles. C'est pourquoi vous avez les Mossikro et autres. Depuis 2011, la Côte d'Ivoire a amorcé sa remontada. Et donc depuis 2011, depuis le 11 avril 2011, le brave Tchèque Alassane Ouattara a décidé de faire sa remontada. Ça veut dire qu'il veut prendre sa revanche. L'économie ivoirienne connaît une embellie et les visages de nos villes, à commencer par Abidjan, changent radicalement. Mais quand on dit l'économie là, c'est toujours Alassane Ouattara qui vient nous dire ici, non, l'économie c'est croissance, croissance là. Mais la meilleure manière de montrer qu'il y a la croissance là, c'est de voir que l'environnement change. Et donc là, ça c'est la première revanche que nous voulons prendre sur l'histoire. La question de voir est de savoir comment traiter les bidonvilles et les autres quartiers spontanés ou précaires qui se sont créés un peu partout dans la ville. Et donc, pour se développer là, il faut enlever d'abord les graines même du mal qui sont dans la ville, ce qui ne fait pas honneur à la ville. Il faut se poser la question, comment essayer d'effacer ces symboles de la pauvreté, de la misère. La façon populiste de traiter la question est de dire, il faut laisser les gens là où ils sont. Les gens là, ils vivent, ils n'ont pas les moyens d'aller ailleurs. Il dit, ça c'est une manière irresponsable de répondre à la question. Ils n'ont rien, ils sont pauvres, il faut les laisser. Si on fait ça, Dieu va nous faire. Dieu là, il est comme ça. Dieu même il aime la pauvreté. Alors que c'est faux. Et l'on ouvre ainsi les portes à l'anarchie où chacun fait ce qu'il veut en piétinant les règles de l'urbanisme et même de sa propre sécurité. Et donc, dans les quartiers précaires, là, ceux qui sont en train de dire qu'aujourd'hui, les quartiers précaires, là, ce que le gouvernement fait n'est pas bon. Là. Pourquoi vous-même, vous n'allez pas habiter là-bas pour affronter l'insécurité qui est là-bas? Pourquoi vous n'allez pas habiter là-bas pour sauter dans les eaux polluées? Pourquoi vous n'allez pas habiter là-bas pour affronter les moustiques? Pourquoi vous n'allez pas habiter là-bas pour affronter les maladies qui sont liées à ces mauvaises conditions de vie? L'autre façon est de prendre ses responsabilités en assumant le risque d'être impopulaire pendant quelque temps. Hey, mais il y a une deuxième méthode. La deuxième méthode, là, c'est ce que le gouvernement de Ouattara a entreprise. On va casser les bidonvilles, les gens vont se plaindre, on n'est pas content. Mais que vaut la colère d'une fourmi en face d'un oiseau? Vous n'êtes pas content là, mais ça va apporter le développement. Demain, c'est vous-même encore qui allez venir dire ici, hey, ils ont réussi leur travail là-dedans. Eh, on n'avait pas pensé que ça pouvait être comme ça. Eh Dieu, Dia, donc là, vraiment, hein, peuple traite, peuple inconscient, peuple méchant, parce que vous êtes dans les bidonvilles, vous ne payez pas le loyer. Vous avez eu maintenant le business, chaque jour, on doit indemniser de nouvelles personnes. Vous êtes en train de voler l'argent du contribuable. Maintenant que les bidonvilles sont cassés maintenant, est-ce qu'avant vous, il n'y avait pas de bidonville qui avait été cassé? Sur la route de Grand Bassam, là, c'était les mêmes choses, mais aujourd'hui, qui n'est pas content? Les bidonvilles qui ont été cassés avant vous là, allez voir le développement là-bas aujourd'hui. Qui n'est pas content? Qui se souvient qu'il y a des gens qui se plaignaient? Et donc là, on s'en fout de ce que vous êtes en train de faire. Et puis ça ne va pas s'arrêter. Je vous ai déjà parlé. Même aujourd'hui, on a eu une réunion avec Cissé Bakongo. Oui, mais je ne vais pas donner les détails là pour l'instant. Mais vous allez voir, ce que les gens vous disent sur les journaux là, ils vous mentent, hein, ça va continuer. Ce que les gens vous disent là, ils sont dans leurs rêves.
Mais quand tu t'assois avec le poisson et puis le poisson te dit là, en bas de l'eau là, c'est chaud mais c'est froid là, ça c'est la vérité. Peut-être comme je n'ai pas le temps aujourd'hui à cause du boulot, demain là je vais développer pour vous dire que les journaux peuvent vous blaguer. Mais moi là je ne vais pas mentir à quelqu'un. C'est ainsi que les plus grandes et les plus belles villes du monde se sont construites. Et donc de la manière qu'ils sont en train de casser les bidonvilles là, c'est comme ça que les plus grandes villes, New York, je vais dire Ankara, Istanbul, Paris, Francfort, London, comment je vais appeler, partout dans le monde là, où on dit, chez les blancs là c'est joli, on assiste dans notre télévision, on regarde, Dieu, moi-même là j'ai envie d'aller en Europe, voilà, je vais aller nager, même si je meurs là, c'est mieux, parce que, c'est parce qu'ils ont cassé les bidonvilles là, et c'est pourquoi tu vois les villes là aujourd'hui. Toi, tu ne veux pas que ton Abidjan n'a qu'à devenir comme ça, tu veux qu'Abidjan n'a qu'à rester comme un gros village. Non, ça c'est terminé. Aujourd'hui, nous apprécions la beauté de Paris. Mais nous ne savons pas qu'en 1850, le préfet Georges-Eugène Haussmann détruisit tous les quartiers insalubres de la ville, ce qui représenta 25 000 maisons, perça de larges avenues en plein cœur de la capitale, créa des parcs et des squares, construisit 5 gares, pava les chaussées, fit construire les immeubles de 7 étages en série le long des voies, etc., etc. Et donc, comme on aime tellement la France, qu'on soit panafricain ou qu'on soit panafricain, j'aime trop la France, une chose est évidente, on aime tous la France. C'est un exemple. On aime tous l'Occident. Mais on prend le cas spécifique de la ville de Paris. En 1850, là, il y a un préfet qui s'appelle Georges-Eugène Haussmann. Quand il est venu là, Paris, là, c'était un merdier. Paris, là, les gens restaient là, ils chient et puis ils prennent caca là et puis ils lancent sur la route. Mais quand Georges Haussmann est venu, il a cassé 25 000 maisons dans Paris là, pour faire passer route. Il a cassé ça pour construire des avenues. Il a cassé ça pour qu'on construise les gares que vous voyez aujourd'hui. Il a cassé ça pour mettre des pavés. Il a cassé ça pour construire des immeubles. Le préfet Haussmann fut durement critiqué par les grands esprits de l'époque et finalement démis de ses fonctions. Mais quand Haussmann a fait ça, les intellectuels de l'époque, en 1850, là, ils ont dit, hey, Haussmann, tu es mauvais. D'ailleurs même là, hey, c'est comme ça. Toi, l'Allemand, là, c'est comme ça. Hey, il n'y a rien qu'on a entendu ici. Ils ont tout dit de lui. Tellement ils l'ont critiqué là, jusqu'à la fin même, les gens même disent, mon frère, tu as tellement bien fait ton travail là, nous, on te renvoie. C'est bon, tonton, tu as trop bien fait ton travail là. C'est dans ce rôle-là que Cissé Bakongo est. Mais aujourd'hui, tout le monde reconnaît Paris comme l'une des plus belles villes du monde. Si nous voulons que notre Abidjan tienne son rang, il y a un prix à payer. Acceptons de le payer. Et aujourd'hui, qui n'aimerait pas aller à Paris? Non, dites-moi. Même si c'est pour visiter. Et Paris, c'est une belle ville. Ça, il ne faut pas se blaguer. Surtout pour nous, les francophones. Et donc, voyez-vous, le simple fait que vous ayez une ville qui attire du monde, ça vous donne de l'importance parmi les autres. Le simple fait que nous ayons Abidjan, là, ça fait qu'aujourd'hui, dans toute la sous-région ouest africaine, nous sommes enviés et nous sommes respectés. Mais cet Abidjan-là, est-ce qu'on va augmenter son développement ou est-ce qu'on va détruire son développement? C'est à nous-mêmes de décider. Et donc là, si on a eu un homme responsable, qui est Alassane Ouattara, avec des gens capables de le faire, c'est le bon moment de le faire et il ne faut pas reculer. Et nous n'allons pas reculer. Et si les dirigeants reculent, nous, on va les combattre pour leur dire, vous avez été des poules mouillées. Vous avez été des poules mouillées. Nous les soutenons. Et ce développement-là, l'histoire retiendra que c'est nous qui avons soutenu ceux qui ont cassé les bidonvilles et qui les avons soutenus pour qu'il y ait le développement. C'est ce que le monde retiendra de nous. Nous serons détestés, mais nous aurions assumé ce que nous avions à faire. Et demain, les vauriens de Laurent Gbagbo, avec leurs enfants, leurs petits-enfants, vont passer dans Abidjan pour dire « Hi, c'est joli, oh c'est joli. Merdier, vaurien, lâche, médiocre, individu sans projet de vie. » C'est nous qui avons fait le travail. Parce que nous sommes des gens en vrai, on s'assume. Et quand on pose des actes, ce sont des actes qui vont aider la postérité. Et c'est ça le rôle d'un homme d'État. Alassane Ouattara est un homme d'État. Il n'est pas là pour chercher à nous plaire ou à nous déplaire. Il est là pour un seul résultat, nous faire avancer dans le progrès. Et c'est ce qui est là. C'est un texte du Père Venance Konan dans Fraternité Matin du 29 février 2024. On n'est pas encore en 2029. Et qui a été un peu commenté par l'éclaireur Pro-Vérité.
Sujet numéro 3. Et donc, on va vous donner des conseils. Déguerpissement des zones à risque. Le gouvernement dénomme 30 quartiers précaires à détruire. Je vous ai dit, on ne va pas arrêter. Actualité oblige. La question des déguerpissements a été longtemps examinée par le Conseil des ministres au palais de la présidence le 28 février 2024. On dit donc, comme j'étais en train de vous dire là, au Conseil des ministres, là, ils ont regardé, ils ont étudié les déguerpissements là. Sur le sujet, le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, Robert Begré-Mambé, a eu une communication qui fait un état des lieux préoccupant. Il en ressort que la ville d'Abidjan est malheureusement et fâcheusement colonisée par des zones précaires à haut risque pour la vie et la survie des populations. Et donc le Conseil des ministres, là, quand ils sont allés se réunir le 28 février, ils ont parlé là. Ils disent que vraiment que les quartiers précaires, là, ça met en danger la survie des populations. Que ce sont des quartiers à haut risque. Tout peut arriver là-bas en termes de mauvaises choses. Ça, c'est la première chose qu'ils ont eu à dire. Donc ça veut dire, là, vous qui êtes dans les quartiers précaires, là, j'ai dit, c'est gâté sur vous. Ça, il faut qu'on vous dise. Et puis, il n'y a rien. 34 quartiers précaires sont ainsi concernés par les opérations de déguerpissement. Donc, il y a 34 quartiers là. Eux là, on va les raser. Ça, il n'y a rien à faire. Et selon le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et des Médias, Amadou Koulibaly, les chiffres témoignent éloquemment du caractère dramatique, voire tragique de la situation. Ils disent c'est pas bon. Ils disent, tout gros français qu'ils ont dit là, ils disent là, c'est glisio, c'est pas bon. Ça, il faut qu'on vous dise ça. Et donc, tellement c'est pas bon là, vous avez bénéficié là, ça suffit. Donc là, ils vont casser. 330 personnes en sont décédées depuis 2005. Il dit, il faut qu'on rappelle aux Ivoiriens que depuis 2005 là, il y a 330 personnes qui sont mortes dans les quartiers précaires. Si ce n'est pas la terre qui tombe sur les gens, ce sont les maisons qui tombent, ou bien ce sont les glissements des terrains, ou bien ce sont les situations où l'eau emporte les gens. Il faut qu'on rappelle à ceux qui sont en train de jouer les compatissants aujourd'hui, alors qu'ils font de la comédie de mauvais goût, les Laurent Gbagbo, les Tidjane Thiam et autres, les 330 personnes là, quand elles sont mortes là, vous avez apporté quoi à leur famille? Pour la seule année dernière, c'est-à-dire en 2022, 39 personnes ont été emportées par les éboulements et les eaux. Là, en 2022, là, il y a 39 personnes qui sont mortes. On n'a pas entendu les Tidjane, on n'a pas entendu les Gbagbo, on n'a pas entendu les Bédier venir compatir. Hein. Mais quand c'est pour venir s'arrêter comme des poules mouillées à la GESCO, tu les vois s'arrêter comme des gueux. Parmi elles figure le triste cas de 6 victimes issues de la même famille à Boribana. Et dans ceux qui sont morts l'année dernière, en 2023, là, il y a une famille, là, il y a 6 personnes là, eux sont tous morts là-bas. C'est de cela que je vous parlais, un de nos frères à Caen. La boue est tombée sur ses enfants en train de dormir. 6 sont morts. C'est ce que vous voulez voir encore. Tous ces drames se sont produits malgré une campagne gouvernementale qui prônait 0 mort. Le gouvernement a pendant très longtemps demandé aux gens de quitter les sites. Donc on ne va pas continuer à dire de quitter et les gens ne quittent pas et puis on va rester dans le statu quo. Aussi, la volonté manifeste du gouvernement est-elle d'agir avec autorité, fermeté et célérité, mais aussi solidarité et humanité pour éviter à ces populations de continuer de côtoyer la mort. Et donc, pour le gouvernement, la meilleure manière d'aider ces personnes-là, c'est d'être maintenant dur avec elles, d'être ferme et d'agir vite avant les saisons de pluie. Mais en même temps, cela ne veut pas dire que le gouvernement n'a pas un cœur. Le gouvernement a dédommagé ces personnes. Le gouvernement même a construit certains quartiers pour reloger ces personnes. Et le gouvernement a donné même aux locataires de l'argent pour pouvoir se relocaliser. C'est ce qu'on appelle des mesures de solidarité et d'humanisme. Ça ne veut pas dire qu'on va vous prendre à charge à vie. Ça ne veut pas dire qu'on va construire, votre destin à votre place. C'est chacun qui décide de ce qu'il veut. La vision du président de la République, c'est de protéger des vies humaines. Et donc, le président Alassane Ouattara, là, quel que soit ce que vous allez dire, là, quel que soit ce que vous allez faire, là, il dit, est-ce que j'ai protégé vos vies ou mais je n'ai pas protégé vos vies? Il faut éviter que nous ayons des morts à chaque saison de pluie. Ce n'est pas parce qu'il pleut que donc les gens doivent mourir en Côte d'Ivoire. Et c'est honteux pour lui, Alassane Ouattara, que pour une simple pluie, des Ivoiriens meurent. Lui, Alassane Ouattara, ne va plus accepter ça. Même la guerre, le nombre de personnes que la guerre n'a pas tuées, ce n'est pas la pluie qui va venir tuer ça sur son régime. Et donc, à un certain moment, stop. Si je prends les 5 dernières années, c'est une centaine de morts que nous avons enregistrées. Quand nous remontons en 2005, c'est pratiquement 320 à 330 personnes qui sont décédées.
déplore le porte-parole du gouvernement. La vision du gouvernement est claire. Il faut assainir ces quartiers. Insiste le ministre pour qui il n'y a pas de conflit de compétences entre le maire et le district. Il y a beaucoup qui sont là. Nous, notre maire là, lui dit il ne faut pas. Hey, la décision là, c'est Alassane Ouattara qui a pris cette décision là. Et elle sera appliquée. Si c'est Bakongo est petit dans la décision. Toi, petit maire local, tu es petit dans la décision. La décision là, c'est Alassane Ouattara qui a pris la décision. Si tu n'es pas content là, le palais là, c'est pas loin, il faut aller là-bas. Tu vas aller te plaindre là-bas. Donc là, il n'y a pas quelqu'un qui va s'opposer et puis qui aura gain de cause. Ah non, je suis maire du plateau, je suis ceci, je suis maire de Yopougon. Je dis encore. Voilà. Ça s'est fait bien, ça va se faire bien, et puis vous n'êtes rien bien. Voilà. C'est de cela qu'il est question. Si vous aimez vraiment ces populations-là, ne prenez pas 5 ans de leur salaire seulement pour leur donner. Hein. Donnez 1000 ans. Donnez l'argent de Provo Koala. Le Vuvuzela ne passera pas. Bon là, ça ce sont des propos codés. Hein. Voilà, donc on laisse ça comme ça. Quand on n'est pas d'accord avec un gouvernement, on va au PPACI. Il faut s'assumer. Quand on n'est pas d'accord avec un gouvernement là, on ne fait pas le double jeu. On va au PPACI. Mais la marmaille là, ça ne va pas prospérer. Il ne faut pas donner 5 ans, il faut donner 1000 ans. Mais c'est Vuvuzela. Si on a vu des gens ici prendre Probo Koala, en train de manger l'argent des cadavres. Donc il ne faut pas qu'on distrait les gens ici. Le message est bien passé. Le gouverneur du district, précise-t-il, a en charge la libération des espaces qui sont connexes aux grands axes. Et si vous regardez en ce qui concerne toute la zone Atiekoubé, ce sont les emprises des grands axes qui ont été détruits. C'est le domaine public et c'est du ressort du gouverneur du district. Et donc là, on ne peut pas construire 4e pont et puis c'est la merde qu'on va trouver autour. On a cassé. Maintenant, ça fait... C'est que vous pouvez faire la fête ça. Et vous ne pouvez rien faire. Parce que les gens tournent autour du pot, en train de dire non, on n'a qu'à faire ça, on n'a qu'à parler doucement. On ne parle pas doucement avec vous. De la manière vous avez pris gros cœur là. Nous-mêmes là, on a boire de gros cœur contre vous. Venez maintenant. On vous a dit, oh, si vous faites là, on fait sortir nos gars sur le terrain, puis on vous fait ça propre. Nous, on ne parle pas beaucoup. Alassane Ouattara, ça ne sera même pas lui. Cette décision-là, non, c'est pas sur Internet dans le soutien. Hein. On vous a dit la sortie. Pourquoi vous n'êtes pas sorti? On va vous yor sur le terrain et vous allez comprendre de quoi il est question. Vous faites bien d'évoquer des financements. C'est la preuve qu'il y a longtemps que des dispositions ont été prises pour pouvoir arriver à cet assainissement, observe-t-il, interrogé sur le financement promis par les partenaires financiers, notamment à Boribana. Notons que le Conseil des ministres, présidé par le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, a examiné 23 points le 28 février 2024, notamment 14 mesures générales, 10 ordonnances et 3 communications. Le boulot, dira-t-on, a repris ses droits maintenant que se sont éteints les fanfares de la CAN. La CAN est terminée. Place au travail. Et les Ivoiriens vont évoluer. Et un jour, là, l'histoire retiendra qu'on n'était pas content avec Alassane Ouattara, mais qu'il a développé notre pays. Et ça, là, nous, on préfère ça plutôt que d'être dans la fanfaronnade.